Voilà, chers auditeurs, comme je vous l'avais annoncé, nous avons dans nos studios Monsieur Bertin Mampaka. Monsieur Bertin Mampaka, que l'on ne présente plus, en fait, en réalité. On ne doit plus le présenter, mais je pense qu'il faut toujours présenter quelqu'un parce que nous avons peut-être de nouveaux auditeurs, nous avons des gens qui, hier, ne s'intéressaient pas à l'actualité sociopolitique de la Belgique et qui, aujourd'hui, veulent s'y intéresser. Et c'est toujours mieux qu'ils sachent à qui on a affaire dans nos studios. Bertin, vous êtes un habitué de nos émissions, en tout cas depuis très très longtemps. Vous savez aussi que nous, on ne fait pas de cadeaux, on pose des questions qui blessent, qui choquent, mais tant que nous restons dans une bonne logique constructive, cela ne pose pas problème en tout cas pour nous. Alors, bonjour, merci d'être venu. Bonjour. Ça a été facile le réveil ce matin? Le réveil ce matin, c'était un peu le congé comme tout le monde. Beaucoup de gens sont partis. Bon, je revenais de quelque part et ça va. Je savais que j'allais venir rencontrer les auditeurs de la radio Air Libre, qui est une radio militante quand même de la participation de la diversité depuis plusieurs années. J'aime beaucoup rappeler que si vous n'aviez pas pris à bras le corps la sensibilisation de la diversité des minorités depuis la rime Marconu, je pense que les Bruxellois n'auraient jamais été représentés tels qu'ils sont représentés dans leur diversité dans les différentes institutions comme ça se passe aujourd'hui. Donc je voudrais d'abord vous féliciter vous-même d'avoir fait ce travail de manière tout à fait constante, régulière, militante, et que vous êtes aussi, comment dirais-je, pas responsable, mais enfin, vous devez bénéficier des résultats. Peut-être pas bénéficiaire, mais en tout cas, il faut qu'on puisse vous donner la palme de la participation de la diversité en politique belge pour tous ces engagements depuis toutes ces années. Voilà, merci Bertin. Alors, en 2-3 mots, vraiment, il faut, bref, Bertin Mampaka se définirait comment aujourd'hui pour des personnes qui ne vous connaissent pas? Comme tu le disais, j'ai cité Larry Marconi, ça va faire donc 25 ans que nous sommes en politique, que nous avons commencé cette aventure médiatico-politico ensemble. Bertin Mampaka, je suis professeur dans une autre école située sur le site universitaire de l'université de Montseno depuis plusieurs années. Donc, je viens d'être récemment retraité et je suis parmi les tout premiers Congolais à s'être engagés en politique avec Mijan Gisèle Mandaïla, même Guylaine Molaï jadis, Florimond Mailleur, parmi les tout premiers à s'être présentés aux élections dans cette région Bruxelles-Capitale. Et Inch'Allah, comme diraient mes amis et frères d'origine maghrébine de Bruxelles. Donc je survis dans la vie politique aujourd'hui, 24 ans à la ville de Bruxelles comme élu bientôt, et avec les prochaines élections municipales qui approchent le 13. Je voudrais remercier vraiment du fond du cœur toutes les personnes qui m'ont suivi dans cette aventure, qui ont encouragé, qui ont soutenu, qui ont voté régulièrement, même ceux qui ont douté. Donc voilà, Bertin Mampaka, c'est un professeur en économie qui, de son côté, a porté le combat de la présence de la diversité dans les grands partis politiques de ce pays, en espérant avoir inspiré beaucoup d'autres personnes qui font qu'aujourd'hui, je ne dis pas qu'on a gagné un combat, que nous sommes représentés au niveau des administrations publiques. Je suis professeur d'économie, j'ai toujours dit à mes étudiants que le plus grand discriminateur en matière d'emploi, l'employeur le plus discriminant, c'était le pouvoir public. Ma démonstration était simple à l'époque, nous étions à peu près 4 millions de personnes actives, si je pouvais dire comme ça, et le pouvoir public employait à lui tout seul environ 1 million de personnes. Et c'était assez difficile de trouver des policiers, des employés, de municipaux, des instituteurs, des gardiens de parc et autres qui étaient issus de la diversité. Ce combat est en train d'avancer tout doucement. Donc je me dis, je suis très heureux d'avoir porté ce combat et de l'avoir incarné à un moment donné dans le paysage politique et social et associatif belge. Oui, voilà, une brève présentation. Bertin, vous vous êtes engagé en politique dans le CDH. En effet. Avant, c'était le PSC, Parti social chrétien, qui était au pouvoir depuis 45 ans. Voilà, et puis Milquet reprend, rebaptise le parti en CDH.
Et vous étiez connu comme un cadre de ces partis parce que vous faisiez partie du bureau politique. Tout à fait. Du jour au lendemain, je sais qu'on en avait parlé ici sur nos antennes, du jour au lendemain, c'est comme un coup de tonnerre, on apprend Bertin Mampaka quitte le CDH pour le MR. D'abord, qu'est-ce qui a motivé cette décision? C'est une décision, c'est une question de vision. Donc, je considère... Pas de trahison? Non, je considère avec audace et j'affirme et je confirme et j'assume, comme dirait un ami qui est bourgmestre d'une commune, que représentant, étant issu de la minorité, de la diversité subsaharienne, n'est-ce pas, je me suis dit, nos problèmes ne peuvent être réglés que dans un grand parti. Et en ce moment-là, le parti que vous citez était en train de réfléchir à son avenir, n'est-ce pas? En interne, j'avais été très critique, tiré la sonnette d'alarme sur le manque de vision qu'il y avait, sur les priorités qui n'étaient pas prises en considération, sur la distorsion qu'il y avait entre les attentes des électeurs et le cadre politique du CDH à l'époque, qui n'était pas, pour moi, assez réceptif à toutes ces critiques, n'est-ce pas? C'est faute d'avoir tiré la sonnette d'alarme des dizaines, des centaines de fois pour dire nous allons tout droit dans le mur. Et comme je n'étais pas entendu, écouté, et que j'ai vu, surtout un parti qui s'était renouvelé, qui s'appelait le Mouvement Réformateur, avec un type excessivement brillant qui s'appelle Georges-Louis Boucher, avec des Alexia Bertrand, des David Lester, et une nouvelle dynamique au MR, sauf Wilmès et consorts, je me suis dit, peut-être que là-bas, je vais pouvoir mieux défendre la cause des minorités que je suis supposé représenter. Mais c'est un parti qui a été très nocif pour les minorités, pour la diversité, pour les étrangers. C'est ça qui nous a choqué un tout petit peu. Si j'ai dit nous, pas moi personnellement, ce qui a choqué quand même les personnes pour dire que ces partis qui considèrent l'étranger comme l'ennemi, considèrent que le malheur de la Belgique c'est l'étranger. On a eu dans ces partis des gens qui disaient les dangers pour la Belgique demain, ce sont les immigrés. Et vous voir parti versé par parti, ça a quand même dérangé. En fait, dérangé, les gens se sont posés énormément des questions. Est-ce que oui, mais je vais vous laisser répondre. Je vais quand même embrayer sur ce que vous avez dit tout à l'heure parce que ça fait tilt dans ma tête. Vous avez dit le CDH. Quand tu quittais le parti se cherchait encore. Tout à fait. Réfléchissait sur son avenir. Et c'était pas dire, moi je sens que le parti va s'écrouler, autant que je me sauve avant que cela ne soit trop tard. Le CDH, les engagés aujourd'hui sont des partenaires. Oui, on va y arriver. Mais là, je dois les ménager. Pardon, le discours à l'intérieur des engagés avait déjà changé à l'égard de la diversité, de la minorité. Le parti était en train de se durcir parce que c'est une tendance. C'est droitisé. Voilà une expression que les socialistes aiment beaucoup et les PTB. Il était en train de se droitiser. Je ne suis ni socialiste ni PTB, mais je l'ai dit parce que dans votre parti, dans votre parti, vous saviez très bien qu'il y avait des tendances beaucoup plus à droite et au centre. Voilà. Et contrairement à ce qui est affirmé dans le débat public, la stigmatisation du parti du mouvement réformateur comme étant un parti de droite alors que l'Europe est en train d'aller à droite. Vous savez, Monsieur Poulousou, j'ai eu le privilège d'être parmi les tout premiers à sentir que nous pouvions nous engager dans la chose politique en Belgique pour participer à la gestion. Je pense que j'ai eu aussi ce flair-là de comprendre que le MR était un parti qui avait complètement changé, avec de nouveaux cadres, avec des gens qui n'incarnaient pas cette espèce de discours dur à l'égard des minorités. Georges-Louis Boucher m'a donné la 4e place. Boucher continue à tenir ce type de propos. Je suis le 2e. C'est un Noir, un Congolais qui était 2e après David Lester qui va gouverner demain, ministre-président en Bruxelles, Mampaka Bertin, 4e, 2e dans un parti dit de droite. Oui, mais c'était. J'avais senti. Oui, mais Bertin, je vais vous couper quand même la parole. Oui. C'était peut-être parce que les buts de Boucher, c'était de récupérer en fait tout le faiseur de voix dans des autres partis. Donc, toi, tu étais un des faiseurs de voix du CDH. Et peut-être dans sa tête, se disait, si j'ai Bertin Mampaka avec moi, je vais affaiblir le CDH, même si aujourd'hui c'est les engagés, ils sont partenaires, je vais les affaiblir, je vais attirer le voix des allochtones comme on disait autrefois. Ce que j'adore chez Boucher et OMR, c'est ce qu'on appelle la méritocratie. Boucher n'est pas un multimillionnaire comme certains l'imaginent. C'est un type qui est dans une région que je connais bien, Mons-Borinage. D'ailleurs, nous avons fait un congrès là-bas. Je m'appelle consort et consort. C'est la méritocratie. Georges-Louis Boucher a trouvé dans ma personne, si je peux dire comme ça, quelqu'un qui avait du courage, qui est arrivé, qui n'était pas victime. Ce qu'on n'aime pas l'expression au niveau du MR, c'est la victimisation, n'est-ce pas? La victimisation.
Le projet du MR qui consiste à pouvoir donner à chaque enfant un avenir, une égalité de chance. C'est pour ça. Allez, quand vous allez sur la façade du MR, vous trouvez Martin Luther King. Quand Georges-Louis Boucher, il ne m'a pas attendu. Oh, oui. Vous n'avez pas fait attention. Vous n'avez pas fait attention. Hein. Oui. Toute la façade du MR, avant que j'arrive, c'était MLK, Martin Luther King, Black Lives Matter, tout ça. Je ne dis pas qu'on a pris le flambeau, qu'on était le premier, mais il y a un nouveau courant, une nouvelle dynamique dans les dirigeants. De Sophie Wilmès en passant par Georges-Louis Boucher. Je ne dis pas que le MR est devenu un parti de gauche, mais on veut des gens qui travaillent. Nous, les minorités, nous avons quitté nos pays. Je fréquente beaucoup de collègues, que ce soit du Parti socialiste ou d'ailleurs. On demande beaucoup de nous l'excellence, l'exigence, l'intelligence, la compétence, la méritocratie. N'est pas entretenir les gens dans une espèce de fatalisme. Je n'appelle pas ça de gauche, mais avec des projets qui ne permettent pas à nos enfants et à ceux qui nous accompagnent de pouvoir avoir de l'ambition de réussite professionnelle. C'est quand même étonnant qu'un tel propos soit tenu par Boucher et que vous le reproduisez ici. Mais vous étiez, les maires étaient au fédéral, les maires étaient en Wallonie, faisaient partie de la majorité, et aujourd'hui vous critiquez les politiques que vous avez... Mais parce que vous faites le compte, monsieur Poulousseau. Ouais. Parce que vous faites le compte, donc je peux vous affirmer que moi, avec vous bien entendu, j'ai été élu les années 2000, n'est-ce pas, à la ville de Bruxelles. À la ville de Bruxelles, où j'ai été échevin pendant 9 ans, on va parler, j'espère, des élections communales en quelques temps, où j'étais échevin pendant 9 ans, j'ai entendu Marion Le Maire, que vous avez connu jour, se plaindre en disant, sur une carrière de 30 ans, j'aurais jamais été dans la majorité que 2 fois, c'est-à-dire 10 ans. Ça, c'est le bilan du MR à la ville de Bruxelles, qui est une ville importante depuis le départ de François-Xavier de Denéa, une ville dont le budget à lui tout seul est pratiquement la moitié de celui de la région, là où l'on mène les politiques. En région Bruxelles-Capitale, il ne faut pas que vos auditeurs s'imaginent que le MR a participé à la gestion de cette région depuis 20 ans dans l'opposition totale et complète. Oui, et si on revient au fédéral... Mais avant, il y a eu un certain Simonet. Il y a eu Simonet, justement. Quelques temps que Simonet était là, les résultats n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc on est vraiment... C'est pas nous, comme dirait David Lester. Donc c'est eux, ce n'est pas nous. On ne peut pas nous imputer les résultats de la situation que nous avons aujourd'hui, que ce soit le déficit budgétaire, que ce soit la crise du logement qui est grave, n'est-ce pas, que ce soit les discriminations à l'embauche qui font qu'il y a des milliers de Bruxellois qui ne sont pas intégrés ni acceptés aujourd'hui, d'abord dans la fonction publique, n'est-ce pas, qui sont mal accompagnés, et en termes de sécurité, en termes de mobilité. Nous n'étions pas là, ça, ce n'était pas le libéraux. À la limite, moi, je suis un tout petit peu responsable parce que j'ai été avec les engagés dans cette espèce de coalition avec le PS, de temps en temps avec les écolos. Je peux faire un culpa pour ces périodes-là où je participais. Et comme j'ai vu que ces politiques ne donnaient pas des résultats, c'est pour ça que j'ai pris mon courage à 2 mains pour dire, voilà, le parti qui propose une alternative qui est crédible et qui est viable pour nos enfants, pour l'avenir de la jeunesse, surtout subsaharienne et tous les Belges dans ce pays, c'est vraiment une nouvelle dynamique formateur. J'ai parlé du fédéral, j'ai parlé de la communauté Wallonie-Bruxelles, la communauté française, parce que les compétences, certaines compétences relèvent du fédéral et relèvent de la communauté. Tout à fait. Et si on reste sur ces deux plans, fédéral, communauté, les maires étaient au gouvernement. En communauté, on était au gouvernement avec 3 autres partis, avec Écolo, avec le PS, avec Écolo. Vous êtes tombé d'accord sur un programme. Non. Regardez. Ici, à Bruxelles, pour l'instant, Ahmed Laoueche a 15 élus. Non, restons d'abord au niveau fédéral, au niveau communauté, au Wallonie. Au niveau fédéral, comment vous expliquez ça? Vous faites un programme de gouvernement ensemble parce que vous ne pouvez pas gouverner tout seul. Et si ça ne tient pas, vous ne crachez pas sur les autres. Non, vous devez mettre de l'eau dans votre programme pour que ce pays puisse avoir des gouvernements. On est d'accord. On voit ça en France aujourd'hui. Oui, mais lorsque les résultats, vous devez partager les résultats et non dire non, si les résultats n'est pas positifs, c'est la faute aux autres. Là, je voudrais que pour vos auditeurs, nous soyons un peu plus précis, parce que si on parle de politique municipale, régionale, communautaire et fédérale... C'est pourquoi je disais, restons au niveau fédéral et communautaire pour des compétences qui dépendent du fédéral et des communautés. Voilà. Au niveau fédéral, allez, ça vous rappelle comme quelque chose de job de Charles Michel. Nous avons mené une politique qui a conduit à vitaliser les marchés de l'emploi en région Bruxelles-Capitale et dans le pays en général, n'est-ce pas? On nous a pas reproché quelque chose à la sortie de ces gouvernements-là que nous n'avions pas respecté par rapport aux marqueurs des libéraux, c'est-à-dire les objectifs en termes de réforme. On n'a pas fait de nouveaux impôts comme beaucoup de citoyens le craignent.
classe moyenne. Donc la coalition gouvernementale n'a pas fait de nouveaux impôts. Voilà, n'a pas fait de nouveaux impôts. Chacun vient avec ses marqueurs et nous avons tenu ces marqueurs-là, n'est-ce pas? Nous avons tenu les marqueurs. Le nucléaire, allez, si Georges-Louis Boucher n'était pas là, avouons-le, Christine Mariem, n'est-ce pas? Et les autres, aujourd'hui, on a des crises en termes énergétiques. Les citoyens que vous êtes et que nous sommes, nous les sentirions passer dans notre facture d'énergie avec le pouvoir d'achat qui serait encore plus largement entamé. Donc nous avons maintenu le nucléaire. Donc nos gros marqueurs ont été maintenus dans ce gouvernement-là, dans l'intérêt des citoyens belges. J'ai le sentiment qu'on ne peut pas nous reprocher de ne pas avoir respecté nos engagements par rapport au programme du MR avant les élections fédérales dans les gouvernements que nous avions participé. Aujourd'hui, vous avez raison de nous dire, bon voilà, nous sommes aux commandes, en Wallonie, en Fédération Wallonie-Bruxelles, en région bruxelloise, c'est David Lester qui va être ministre-président, au niveau fédéral. C'est pour ça que je m'adresse à toutes les personnes qui n'ont pas voté pour nous, qui ont toujours, ont été séduits au discours de ceux qui stigmatisaient le MR en disant que c'était un parti de droite libérale. Non, le MR reste ouvert. Moi, je suis très content et très fier de savoir que quelques subsahariens ont pu voter pour le MR, n'est-ce pas? Environ 11 à 12 000 personnes, et que le parti reste ouvert. C'est dommage qu'au niveau régional, j'aurais souhaité que sur 20 élus, nous soyons peut-être un peu plus que moi-même, n'est-ce pas? Je suis un peu, comment dirais-je, déçu d'avoir dû aller chercher quelques voix dans le pot, pour pouvoir, comment dirais-je, garder mon fauteuil de député bruxellois. Mais j'espère qu'aux prochaines élections qui arrivent, nos concitoyens belges d'origine subsaharienne qui comprennent et qui ont compris que le choix que je fais d'aller au MR, c'était un choix où il y avait une vision et que j'avais anticipé au moins cette vague de retour à la politique de la création d'emplois, de l'alternative qu'a proposé Georges-Louis Boucher. Je suis discret par un coup de téléphone, mais Bertin, parlons quand même de ces élections passées. Bertin Mampaka faisait de voix au CDH, devenu les engagés, mais les résultats, vous n'avez pas fait autant de voix au MR. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons connu la pire des campagnes, n'est-ce pas? À titre individuel, c'était ma 13e campagne la plus compliquée, un peu comme Apollo 13, vous voyez, qui n'est jamais arrivé sur la ligne parce qu'il y a eu des problèmes, etc. On a pu récupérer les gens. C'était la pire des campagnes. Le MR a subi une campagne de diabolisation permanente, n'est-ce pas, d'une certaine gauche qui avait stigmatisé le parti comme étant un parti de droite. Ça laisse des traces. Moi-même, j'ai fait l'objet des campagnes de diffamation de certaines personnes sur des réseaux sociaux. Et puis, il y a eu une multiplication des candidats, de nouveaux candidats qu'on appelle des petits candidats, des nouveaux candidats, qui font que l'objectif, quand vous et moi, Abel Pouloussou, nous avions commencé cette aventure, vous médiatique, moi politique, c'était aussi de faire participer notre jeunesse à la vie politique belge. Ça, c'est revers. Les revers, c'est qu'on a une multiplicité de candidats, essentiellement dans la communauté congolaise, qui fait que il y a une dispersion des voix. Cette dispersion des voix a des conséquences sur de personnalités qui sont déjà engagées en politique, que ce soit moi ou que ce soit d'autres. Vous savez, Madame Cécile Jodogne, bourgmestre d'Escarbec, a fait un score de 1400 voix en poussant l'analyse. Vous savez, Rudy Vervoort, ministre-président, a fait 5000 voix alors qu'il en faisait 20, n'est-ce pas? Donc moi, je fais encore un score, je n'ai perdu, si je peux dire comme ça, par rapport à la dernière élection, que 10% de voix. Je représente quand même, à part Madame Nadia Labib, qui était deuxième, le premier score de la diversité dans mon parti, n'est-ce pas? Dans mon parti, malgré la dispersion de voix, malgré la contre-campagne qui a été faite, n'est-ce pas? C'est pour ça que je tiens d'abord à remercier tous ceux qui m'ont suivi, accompagné jusqu'au MR dans cette aventure. C'est un score qui n'est pas le même que celui que je faisais à l'époque où j'étais dans l'autre parti, mais c'est un score qui est significatif, même si j'ai dû avoir recours à ce qu'on appelle les voix du pot pour pouvoir, comment dirais-je, bénéficier de mon fauteuil. Mais c'est quelque chose qu'on remarque d'ailleurs à travers tous les autres partis, que ce soit mes deux...
mes deux collègues qui sont élus à la Chambre des représentants, tous ont bénéficié de ce qu'on appelle les voix du pot pour pouvoir, comment dirais-je, avoir leur fauteuil à la Chambre des représentants dans les deux partis où il y a la diversité subsaharienne. Je cite mon collègue Youssef Handichi, qui faisait 14 000 voix au PTB et qui aujourd'hui est député fédéral. Qui n'a pas fait le même score que celui qui faisait au PTB, parce que tout simplement certains électeurs ne suivent pas. J'espère que c'est quelque chose qui va changer aux prochaines élections communales, pour lesquelles, en tout cas moi, à titre individuel, je suis déjà engagé comme candidat à la ville de Bruxelles, au mouvement réformateur, avec ma mamie Jeanne, comme vous savez, qui était avec moi sur la liste, avec Shadaï Mobutu et avec Rose Mafalessi, qui sont tous des personnes qui sont engagées aujourd'hui au MR pour les élections municipales au mois d'octobre, que ces résultats vont être à la hauteur des espoirs et du parti et du travail que nous faisons quotidiennement par rapport à nos électeurs. Oui, Berthe Mampaka, il y a déjà un auditeur qui appelle, qui dit voilà, vous avez 25 ans de pouvoir. Oui, je dois partir. OK. Non, pas du tout, c'est pas son intention. Non, que du contraire. Oui. Ben lui, sa question, c'est de dire, ben voilà, qu'est-ce que toi tu peux faire, ou qu'est-ce que tu as fait comme proposition en sorte que tu te retrouves pas seul, que nous ayons peut-être au niveau de l'exécutif, que ça soit au niveau de la région, que ça soit au fédéral, un afro-descendant par exemple. Madame Lydia Mouchebele, et je viens de la ville de Bruxelles, qui le dit elle-même, elle le répète. Non, Attendez, qu'est-ce que on je parle au niveau fédéral et communautaire et régional. Attendez. Citez-moi les élus de subsahariens qui sont élus aujourd'hui, qui ne sont pas passés dans mes mains, n'est-ce pas? Vous m'en donnez l'occasion, hein. Citez-moi des élus subsahariens qui ne sont pas passés dans la même, y compris celui qui est sénateur, celui des engagés aujourd'hui. C'est moi qui ai été les chercher, et là, du Tcherno Moussa. C'est moi, Mampaka, qui était le chercher, l'imposer sur les listes chez les engagés. Y compris celui-là. Et la petite Kazadi. Gladys a été ma stagiaire quelques jours, n'est-ce pas? Et le jour où Gladys est élue à Berkem, c'est avec moi au téléphone que je gère l'élection de Gladys, qui est une collègue brillante, etc. Donc, on ne peut pas me reprocher. On ne peut pas. Attends, non, vous allez trop vite. Je veux pas vite. Je revendique. Berthe Mampaka, je revendique la participation. Vous lancez des fleurs trop. Il ne peut rendre témoignage de lui-même, mais si je ne le dis pas, personne ne le dira, parce que la question me l'a posée 50 fois. On l'a déjà dit ici. J'ai dit, je vais vous citer tous les subsahariens qui sont aujourd'hui en politique belge et vous dire comment j'ai contribué à leur parcours politique. Je ne dis pas qu'ils me doivent tout, hein. Et on était là pour ça à Belpoulsou. Rappelons, vous et moi avons commencé cette aventure à la rue Marconi pour que les minorités participent davantage. Aujourd'hui, il y a 200 candidats subsahariens, et parmi lesquels 150 Congolais, n'est-ce pas? On a donné l'ambition à ces gens-là. Ça, c'est un apport très important. Au niveau de l'exécutif, l'auditeur qui pose la question, il a raison de poser la question parce que le système belge est assez complexe et que c'est difficile de comprendre pour qu'il y ait une minorité membre de l'exécutif fédéral. Mais c'est une question de voix. C'est une question de voix. Si les électeurs vous donnent des voix suffisantes, n'est-ce pas, le parti aurait un problème à ne pas donner un poste ministériel, un exécutif à quelqu'un qui est plébiscité, comme Sophie Wilmès l'a été, comme d'autres élus l'ont été. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est peut-être une émission à faire un jour sur la conscientisation, donc un vote intelligent de la diversité, et particulièrement congolaise. Particulièrement parce que les Congolais sont les plus nombreux parmi les subsahariens, avant les Guinéens, juste viennent après les Guinéens et les Camerounais. Il y a un phénomène qu'il faut déplorer du fait qu'aujourd'hui, il y a un émiettement de voix. Cet émiettement de voix, le Camerounais vote Camerounais, les Guinéens votent Guinéens, le Congolais vote pas tout à fait Congolais parce que les voix sont dispersées, n'est-ce pas? Un peu comme les Maghrébins. Vous savez, pour que la Ouège fasse 25 000 voix, il y a plus d'électeurs. La Ouège aurait pu faire 60 000 voix. Donc, vu le nombre d'électeurs maghrébins qu'il y a, même le Marocain ne vote pas nécessairement, comment dirais-je, Marocain non plus. Il y a un émiettement de voix, une espèce de perte comment dirais-je, de conscience des cadres ou de l'élite qui doit rester concentrée sur quelques candidats pour obtenir des objectifs et être vraiment entendu, n'est-ce pas? Donc, de là où je suis, impossible que je puisse faire désigner un ministre, surtout dans les partis où je viens d'arriver.
Peut-être que s'il y a une question à poser, c'est aux engagés où je faisais beaucoup de voix, où on aurait pu me faire ministre. On m'a pas fait ministre, mais ici je suis arrivé au MR, donc je fais un score, vous l'avez dit, assez modeste. Le président Georges-Louis Boucher me confie quand même la présidence du Parlement bruxellois et on va y arriver, Bertin. On va y arriver, Bertin. Mais quand même, par rapport à ces élections, en analysant les résultats, je suis franco avec toi. Oui, oui, tout à fait. Je me dis, si Bertin n'avait pas eu la chance d'obtenir cette 4e place, Bertin aurait eu très peu de chances d'être élu député. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, merci Georges-Louis Boucher pour un parti dit des droites qui met en deuxième homme quand Boucher. Ah non, peut-être que lui, te mettant là, avait cette idée de dire, voilà, un faiseur de voix, autant les mettre bien pour qu'il m'en rapporte encore beaucoup. Si il voulait juste prendre que des voix des Congolais, il m'aurait pas mis 4e. Non, pas que des Congolais, je sais qu'en tout cas, il n'y a pas que des Congolais qui te votent, ça je le sais. Voilà. Tous les autres dialogues te votent aussi. Non, malheureusement, les dialogues ne votent plus pour moi. Je suis triste de devoir le dire. Je voulais l'arriver là. Ils ont voté un autre dialogue. OK? J'ai été chercher. Un dialogue que j'ai été chercher. Oui, ça va. Et que j'ai mis en politique. Je comprends tout à fait. Alors, Bertin, c'est un signal quand même que les électeurs vous ont lancé, non? Oui. Autrement dit, les électeurs ne t'ont pas suivi. Ils m'ont suivi parce que si j'avais pas été 4e avec le nombre de voix que je fais, j'aurais quand même été élu. Mais les rapports, c'est quand même de 1 sur 3, 1 sur 4 par rapport aux voix que tu faisais au CDH. Hein? Non, plutôt la moitié, on peut dire comme ça. Oui, disons la moitié. Oui. Youssef Ndichy, mon collègue. C'est énorme quand même. Youssef Ndichy, qui est arrivé du PTB, fait presque le score équivalent. On peut chercher d'autres personnes, qui. Moi, j'ai la chance d'être élu. Quelqu'un comme Emine Oscara, mon collègue et ami, qui faisait un score important, n'a pas été réélu. Et pour prendre la liste des filles, regardez le bourgmestre Bernard Clairfailly, qui était un faiseur de voix, le score qu'il fait, celui de Rudy Vervoort, qui fait 5000 voix, alors qu'il en faisait 20 000. Donc moi, je peux m'estimer pas trop malheureux par rapport au score que j'ai eu. Et le fait, oui, c'est vrai que mes collègues ont fait des scores impressionnant au sein du MR, que l'importance d'un cadre dans un parti est calculée en fonction du nombre de voix qu'il fait. C'est vrai que j'ai été le premier à être un peu, pas déçu, mais je remercie ceux qui m'ont suivi parce que la preuve c'est que j'ai fait le bon choix. Le MR est premier parti partout. En Wallonie, à Bruxelles, en Fédération Wallonie-Bruxelles, en région Bruxelles-Capitale, et j'espère qu'au communal, à la ville de Bruxelles, où il y a beaucoup d'enjeux, que le maire sera également premier parti pour que nous puissions vraiment faire du changement. On va y revenir. Bertin, aujourd'hui, les maires crient trop victoire en région de Bruxelles, mais c'est plutôt les PTB qui a fait mal à la gauche. Je vais vous donner des chiffres. Le PTB a eu 5 élus de plus. Nous avons eu 7. Et le PTB avait combien d'élus avant? Ils en avaient 10, nous en avions 13. C'était presque le même rapport. Donc, nous en avons eu 7. Donc, la plus grande victoire en nombre de chiffres réels d'élus, c'est le maire, en région Bruxelles-Capitale. Et puis, il vient seulement le PTB et Fouad Haïdar. Donc, il y a pas match là-dessus. Oui, mais voilà, Fouad Haïdar et les PTB, c'est eux qui ont fait du mal au Parti Socialiste. La gauche a bouffé le voix de la gauche, ou l'extrême gauche a bouffé. Je n'aime pas utiliser le terme extrême gauche, mais je dis que le PTB a beaucoup racolé du côté du Parti Socialiste qui a vu ce nombre de députés du. Je vais vous faire une confidence. Et c'est non une victoire vraiment du MR comme tel parce que l'électorat n'est pas parti vers les MR. Non, je vais vous faire une confidence, Monsieur Bolozo. Je vais vous faire une confidence. On a tous des amis dans tous les partis, et j'ai toujours dit à un de mes confidents du Parti Socialiste que si M. Ahmed Laoueche n'avait pas tiré la liste du PS à la région bruxelloise, le Parti Socialiste se retrouve avec 10 élus. Et je l'ai dit au président Laoueche lui-même, en le félicitant à la rentrée de cette chose. Donc le PS avait 16 élus, en a gardé 16 élus. Est-ce que vous connaissez avec Laoueche? Nous avons siégé ensemble en commission d'économie en tant que sénateur. C'est un brillant garçon. Et à ce niveau de pouvoir, quand on est une minorité, on n'y arrive pas quand on n'a pas de compétences morales, intellectuelles aussi pointues pour pouvoir faire face à la critique permanente de nos concitoyens autochtones ou à la compétition qui est féroce à ce niveau de pouvoir. Le Parti Socialiste est incontournable en région de Bruxelles-Capitale?
Aujourd'hui, nous avons 20 élus. La majorité sur 72 dans la partie francophone se fait à 36 plus 1, c'est-à-dire 37. Donc les 20 MR plus les 16 socialistes font 36. Donc il nous manque une unité pour pouvoir, former une majorité avec Ahmed Laouedj, même s'il y a 8 engagés qui, entre-temps, viennent conforter cette majorité. Le PS est incontournable. Il n'a pas perdu les élections. Laouedj s'est maintenu, à César ce qui est à César, n'est-ce pas? Et je pense que les socialistes doivent être conscients que si Laouedj n'était pas là, ça aurait été la Bérésina la plus complète, n'est-ce pas? Votre analyse, Bertin, les CDH, les engagés que l'on pensait moribonds, parvient à sortir la tête de l'eau. Comment vous analysez cela? Je pense qu'il y a un électorat du centre et du centre droit, n'est-ce pas, qui, quand il ne s'est pas versé au MR, s'est versé chez les engagés, n'est-ce pas, qui était l'alternative. Prenez le programme des engagés, prenez celui du MR. Les personnes qui ont lu le programme savent que les engagés, je ne peux pas dire des bêtises, mais il y a une forte similitude. C'est pour ça qu'on n'a pas eu beaucoup de mal à pouvoir former une majorité en Wallonie, Fédération Wallonie-Bruxelles, et à trouver déjà une idée quelque part pour pouvoir être dans une majorité en région Bruxelles-Capitale. La refonte que les engagés ont, ils ont pris une orientation qui est très proche du MR aujourd'hui. C'est pour ça que donc à droite. J'ai le sentiment d'avoir fait le bon choix. À droite. D'être parti des engagés pour aller au MR. Donc j'avais déjà senti arriver la chose et que nous sommes tout à fait en harmonie. En harmonie, c'est deux partis différents, mais nous partageons quelques priorités ensemble. Aujourd'hui, lorsque vous rencontrez vos anciens collègues des engagés, comment ça se passe? J'espère qu'on ne me fera pas un procès. Est-ce que savez-vous que la ministre-présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est moi qui l'ai mis en politique, Madame Elisabeth de Gries? Vous le saviez? Non. Voilà, Mampaka, c'était un découvreur de talent en politique. À ce point-là. Ah oui. Elisabeth de Gries a eu son premier job dans mon cabinet à l'Hôtel de Ville, n'est-ce pas? Responsable donc de la propriété, une fille intelligente, brillante. Comme j'ai dit à quelqu'un, un journaliste qui m'a posé la question, elle s'ennuie très vite parce que elle grandit très très vite en politique. Donc quand je rencontre les personnes engagées, j'ai gardé de très bonnes relations avec le président Maxime Prévost, avec eux-mêmes, avec tous les autres. Je me suis rabiboché avec quelques-uns avec lesquels je m'étais un peu disputé. Donc vous savez, on n'est pas allé au tribunal, hein. Donc j'ai quitté un mouvement, je les ai respectés, je ne les ai pas injuriés en partant. Nous étions sur le fond en désaccord sur la vision de la réforme qu'ils allaient faire. Et ben ils ont fait une réforme qui s'approche beaucoup de ce que moi j'avais souhaité avant de pouvoir partir. C'est pour ça que ce sont des partenaires. J'espère qu'ils seront loyaux et qu'on pourrait travailler dans de bonnes conditions. Bertin, on va marquer une petite pause musicale, mais je vais terminer. Vous avez sorti les mots tribunal. Mais le nom de Bertin, avant les élections, est ressorti dans la presse. Bertin Mampaka, on demandait la levée de ton immunité parlementaire. Qu'est-ce qui s'est passé et comment tu t'en es tiré? Abel Pouloussou, en ce moment, les cabinets sont en train d'être formés en Fédération Wallonie-Bruxelles, en Wallonie. Comment est-ce que... Vous avez vu un appel à candidature où un ministre cherche à engager des gens? Vous êtes un homme averti dans la vie politique belge. Vous avez vu une candidature circuler? Une appel à candidature circuler? Non. Eh bien, on m'a un jour inculpé par un juge, n'est-ce pas? Parce que j'avais recommandé Christopher Cachalet, je vais le citer, un jeune que je connais, qui était militant du CDH. Je l'avais recommandé dans le cabinet de Joël Milquet, n'est-ce pas, en 2014. On m'avait inculpé pour ça. Cette affaire était en voie de classement. Alors, parfois, j'ai eu le sentiment d'avoir été persécuté comme certains grands hommes en politique aujourd'hui. Je ne dis pas que ça fait une d'avoir un procès, mais enfin, j'ai vu que certains, ils en ont beaucoup. Curieusement, cette histoire qui était pratiquement en voie de classement a été exhumée, n'est-ce pas? Alors, avec une campagne médiatique. Nous n'avons pas accès aux médias comme les autres, je peux dire comme ça. Quand on est issu de la diversité, on n'a pas les mêmes réseaux de communication dans la presse écrite ou même dans la presse audio comme les autres. Il y a eu une campagne d'acharnement, un truc, comment dirais-je, une chasse faite pour que Georges Louis Boucher puisse me virer de la 4e place pour que je ne sois pas dans les jeux politiques. Car les voix de Mampaka, supposées de Mampaka, la mobilisation des 45 ou 40 000 électeurs subsahariens, n'est-ce pas, peuvent faire penser la balance à gauche ou à droite. Voilà, pour moi, le sens de cette campagne de diabolisation, d'attaque qui a laissé aussi ses effets. Est-ce que c'est pas normal que les cadors du MR
puisse être mécontent parce que du jour au lendemain, un transfuge qui débarque, on lui colle la 4e place. Ça fait quand même des envieux, non? Ça fait des envieux. C'est humain, ça fait des envieux. Je pense même que j'ai été victime de cette campagne de diabolisation, d'insultes, de culpabilisation. Vous savez, quand on me demande une levée d'immunité parlementaire, il y a des présomptions de culpabilité, n'est-ce pas? Mais je remercie tous mes collègues, et particulièrement le groupe libéral qui a été solidaire, et Ahmed Laoueche, ainsi que Redouane Chaïd, qui n'ont pas tremblé devant la pression qui avait été mise par les médias. Et j'étais étonné. Et j'en ai parlé à Zakia Katabi. Je n'ai pas compris le groupe écolo qui est venu pour demander la levée d'immunité parlementaire d'un type qui avait recommandé une minorité dans un cabinet de Joël Milquet où il n'y avait pas assez de Noirs à l'époque, n'est-ce pas? Je regrette beaucoup que le groupe écolo, n'est-ce pas? J'en ai parlé à Mme Zakia Katabi sur le marché en disant comment est-ce que vous avez pu aller voter pour la levée d'immunité parlementaire de quelqu'un qui se bat pour que la diversité soit présente dans les cabinets ministériels, dans la vie politique belge. Il paraît que c'était un concept. Vraiment, j'ai trouvé que le parti écolo était vraiment pas digne de ce combat qu'ils ont revendiqué pendant des années. Heureusement que tous les parlementaires du Parlement en région Bruxelles-Capitale n'ont pas suivi cette demande de levée d'immunité parlementaire. Et je remercie Georges-Louis Boucher et David Lester n'avoir pas bronché sur cette cabale qui était lancée contre moi. Les noms de Boucher ne sortent pas de votre bouche à chaque instant. Les noms de Boucher que vient. Il est brillant. Il est brillant. César, ce qui est à César. Il avait promis 30% au MR, et ben il les a les 30%. C'est un fort en gueule aussi. Maintenant, il a le pouvoir. On va voir. Parce que parler dans l'opposition, c'est autre chose. Vous pouvez lui faire confiance. Mais un jour, je vais demander qu'il vienne ici. On va un peu voir son parcours et tous les propos très négatifs qu'il a portés contre les étrangers. On va lui rappeler quand même. Je vais lui passer le message et vous allez voir que tout ça, c'est je ne dis pas une diffamation, mais c'est une campagne. Non, c'est pas une diffamation. Une diabolisation. Non. Ce sont des propos qu'il a tenus. Lesquels? On va s'appuyer sur ça. On va pas faire une émission sur ça. Mais c'est une diabolisation, une campagne de droitisation à l'extrême pour pouvoir, comment dirais-je, disqualifier un compétiteur redoutable que Georges-Louis Boucher. On respire un peu la musique, Bertin Mampaka. Merci. Qui paye mal, paye doublement. Le grand Mukerengende, Moutase Pelissa Kabato, Ganga Film. Il est tellement positif comme un ange du ciel. Et sa façon doubler la terre. Il s'appelle tout son nom pour l'épée. Pourquoi d'abord la danse, c'est pour le Kimi, c'est Gago, Gatour de Bonfort. Président Bofira. Pour la chemin de la gloire. Pour le maladie blanc, qui est le Rodrigue Kalonji, Kabantou. Le pacificateur Vital Kamere, Papa Nadivier Kamere, Daniel Massaro, Isha Boundou, Arab Lempa, Maître Sepimo Yaïner Anto, Cédric Ray Moutemba, Valentino Manaja, LBL, Louis Blaise Lombolé, Amalili Boke. Tshisekedi Kalambay Caleb Kabea Caleb Ngoma Miguel Bosango Ade Banzambe Frank Mamba Le patron Bokos Abed Chour Cheikh Ibrahim Chacha Dor Monty Kambi Yaprino Le Noir Kovo Masola Bienvenue Makamba Yves Toile
Maître bienvenu Faso, honorable Fiston Mukwebo, Galor Nzongo, Galor Wantel, W de Paris, Dominique Foncier, Big Soir, Salani Amiti, Mandesabamo, Trésor Muchimuyo, Shigolo Banda Muyombe, Fisto Boboli, Jean Kisoka, Oyo Nasabayombe. l'assistant du chef, Yamer Meda, Yana Tété. Attention, c'est Amanteka, c'est la Bakwanza. Il a du gaz et du pétrole, le génie blanc, Didier Boudimou, Joss Luyeye, Dadou Etambe, Kevin Koya, Ervin Vinovich, Luyeye, Hande Bolote, Claire Bobo, Check, Arsi de Paris, Hande Simakunama, Kevin Cheval Samson, Mike Nikome, gouverneur Gatouze, Merani Musuluku, Ya Papi Mangobe, Bonza Benangai, Zamba Zamone, Tsunami Rivi Ilumbe, Atinde na Kongo, Fatimeto, Fatimeto, moi, Netiene, Mapetine na Mama Mote, Mata Boka, Anthony Chis, le fils de l'homme, Abele Maya, Jomo Dango, Ikas, Joël Maboulena, Bomba, Colonel Rambo Bahati, Excellence Yves Bunkulu, Tete Tendai Maboko Bank, Mvouani, Achatien, Eline Boya, Mélodie, Achatien, Rosaline Rosi, Papa Solution, Samba Bachili, Président Matou Diaby, l'incomparable, Patrick Yala, Excellence, Président Macams, honorable Serge Kaembe, Eric Bercy, Mohamed Chikon et Dimomba, Jean-Michel Wamia, Gatousse, le roi de France, Junior Tchakfour, Guy Malela, le prince de la ville, Dodi Chungu de la défense, Cédé Alamba, les grands formateurs, Madison Soir, champion passif, Indele, Malele. Voilà, chers auditeurs, comme je vous ai dit tantôt, nous avons Bertin Mampaka en studio. Bertin, nous entamons la dernière partie de cette émission. Donc, les élections sont passées. On a vu Bertin Mampaka au Perchoir présider la région de Bruxelles-Capitale. Comment c'est arrivé d'abord? D'abord, c'est arrivé parce que j'ai pu être réélu, ce qui est une chance, ce qui me permet d'entamer, et je remercie vraiment les gens qui m'ont suivi, Inch'Allah, comme disaient les Maghrébins. En lingala, on dit Mungu atusalumi, donc Totondi Nzambe mingi, te remercier parce que après toutes ces années de travail, arriver au perchoir de manière plus ou moins permanente, tel que c'est le cas encore en ce moment, c'est parce que d'abord j'ai pu être réélu avec le soutien de tous ceux qui m'ont accompagné jusqu'à présent. Donc notre système permet que je puisse, en attendant la formation du gouvernement, présider les deux assemblées. Donc les trois assemblées d'ailleurs, donc la RCC, la COCOF, ainsi que le PRB, qui sont les trois institutions sur les quatre que contient donc le Parlement de la région Bruxelles-Capitale. Comme vous le savez, il y a un autre petit parlement qui s'appelle la VGC, qui est le parlement qui est dirigé par ma collègue Lotte Stop, et qui est donc de Groen. Donc en attendant la formation du gouvernement, donc je suis bel et bien président du Parlement de la région Bruxelles-Capitale avec beaucoup de satisfaction, beaucoup de fierté, en essayant de le faire le mieux possible pour que cette institution, qui est une institution particulière, hein, donc présider le Parlement bruxellois, c'est plus compliqué que le président du Parlement fédéral, parce que le Parlement bruxellois, comme vous le savez, il y a deux communautés et plusieurs institutions à l'intérieur. J'ai rencontré une personne que je connais bien, qui est un député belgo-belge, qui me dit
Omban, tu sais, j'ai prêté serment. Hein. Je dis oui, je sais que tu as été élu député. Il dit devant qui? Je dis oui, je sais, devant Bertin. Il dit oui. Ouais. Devant Bertin, oui. Je dis ok, ça va. Mais bon, je dis pas la suite. Il paraît. Alors, je ne sais pas ce que la personne a dit, mais en tout cas, en termes de combat pour la diversité, tu dois être fier parce qu'avec, je disais tout à l'heure à tes auditeurs que tu as mis la main à la pâte avec Christian Lusakweno pour que les minorités puissent être présentées en politique et que ce soit un subsaharien qui puisse être perchoir pour faire prêter serment à tout le monde, hein, y compris à Rudy Vervoort, hein, à Djalabib, à Zakia Katabi, tous ces ministres fédéraux ont tous presté serment, pas devant moi, c'est pas moi qui reçois le serment, mais devant les autres, dans une séance qui a été présidée par quelqu'un issu de la diversité, dont tu as participé au parcours, donc c'est une grande fierté, une grande joie de servir de modèle et d'inspirer nos enfants dans le combat que nous luttons pour l'égalité de chance de tous dans ce pays. Oui, Bertin, on peut espérer que peut-être Bertin resterait pour la législature qui arrive président du Parlement bruxellois. Soyons clairs et précis, les négociations sont hardes avec M. Ahmed Laouej qui sort de Bequela. Donc, vous savez que le poste de président de Parlement, c'est un poste qui fait l'objet de négociations dans une majorité entre les partenaires. Le MR n'a pas la majorité lui tout seul pour gérer le Parlement bruxellois. Sinon, je suis convaincu que Georges-Louis Boucher, c'est une idée qui l'aurait intéressé, ainsi que d'autres collègues, bien entendu. Il faut faire l'unanimité d'abord au sein de ce groupe. Aussi, il y a des personnalités de qualité, comme Vincent Deholf et bien d'autres que je n'ai pas cités, qui peuvent prétendre à ce poste-là. Ici, le poste m'a été confié au vu de mon ancienneté pas dans l'hémicycle, mais mon ancienneté dans la vie, tout simplement, quelques mois après, c'était Vincent Deholf ou Rudy Vervoort qui aurait pu assumer la présidence de ce Parlement. Bertin, dans quelques mois, quelques jours, ce sont des élections. Ma question, comment vous vous préparez à affronter cette dernière ligne droite des élections prévues pour 2024? Communal le 13 octobre. Je demande à tous les auditeurs de Radio Libre qui nous écoutent et qui nous ont suivis en disant attention les amis, attention, warning, bazop, n'est-ce pas? Bazop, comme on dit en néerlandais, n'est-ce pas? Que les élections communales qui vont être, pour lesquelles nous sommes déjà en campagne, en principe, sont un enjeu terrible, surtout à la ville de Bruxelles. La ville de Bruxelles n'est pas une commune comme une autre. La ville de Bruxelles, c'est là où se passe beaucoup de choses. La ville de Bruxelles, c'est 28 000 emplois. Comme on dit, un État dans un État. Un État dans un État. Oh. Donc, cette élection à la ville de Bruxelles, pour moi, n'est pas une élection communale, c'est une élection qui peut faire que le MR qui a gagné en région Bruxelles-Capitale, si nous voulons appliquer toutes nos politiques de manière tout à fait efficace, nous devons, avec David Westman, prendre le majorat de la ville de Bruxelles. David Westman est candidat bourgmestre à la ville de Bruxelles et moi je suis aussi candidat pour l'exécutif à la ville de Bruxelles. Nous avons vraiment besoin de soutien. Que ceux qui nous ont soutenus continuent à se mobiliser et qui ne se fatiguent pas, n'est-ce pas? Nous avons besoin de mener du changement car une municipalité comme la ville de Bruxelles, je disais que c'est 28 000 emplois. Nous devons continuer à nous battre pour que les emplois municipaux soient ouverts à tout le monde dans la diversité. Il y a encore beaucoup trop de copinage. Il y a encore beaucoup trop de laisser-aller. Il y a encore la gestion aujourd'hui écolo-groune PS à la ville de Bruxelles et des filles n'est pas une bonne politique. Nous en voyons des conséquences. La sécurité dans toutes les rues, n'est-ce pas? Le chômage pour lequel il n'y a pas beaucoup de réponses, l'accompagnement au niveau du CPS qui n'est pas optimal comme nous le souhaiterions, n'est-ce pas? Et nous, les minorités, ici, la diversité subsaharienne particulièrement, nous avons beaucoup de gens qui émargent du chômage et du CPS et des politiques concrètes pour sortir nos enfants du chômage, des parents du chômage, les accompagner convenablement pour qu'ils puissent retrouver leur dignité en trouvant un emploi, que ce soit un emploi municipal, un emploi public ou un emploi dans le secteur privé. C'est un véritable enjeu. En matière de logement, je m'occupe beaucoup de logement en région Bruxelles-Capitale, mais j'ai été chef de la régie foncière à la ville de Bruxelles. Rien n'a changé. Moi, quand j'y étais, j'ai construit à peu près 1500 logements cash à la ville de Bruxelles avec la régie foncière. Quand j'y étais, et même certains qui sont encore inaugurés aujourd'hui, je me souviens de m'être disputé avec quelques partenaires, amis et collègues socialistes. Je tairai leurs noms au collège parce que j'avais donné à Françoise Dupuis les logements au petit chemin vert, les logements de terrain de la ville de Bruxelles au petit chemin vert pour construire les logements que certains collègues ont inaugurés avec les médias aujourd'hui. Ils ont distribué les clés. C'est moi, Mampaka, qui a été contre
leur propre avis de ce parti pour donner ces terrains à Françoise Dupuis pour que le plan 5000 logements puisse être implanté. C'est un enjeu terrible pour les gens issus de la diversité que nous sommes, pour pouvoir récupérer ces pouvoirs afin de mener des politiques qui puissent vraiment changer la vie de toutes les personnes qui sont donc aujourd'hui résidentes sur la ville de Bruxelles. Je sollicite encore une fois un soutien de toutes les personnes qui m'ont accompagné. Cette voie à la ville de Bruxelles, ça va se passer à Aren, à Laken, à Neder-Overijnbeek et dans le Pentagone, c'est là la circonscription électorale qui me concerne, où David Westman est candidat bourgmestre et moi je suis en 7e position avec Mama Mijane, la fidèle Mijane, conseillère communale sortant, qui a fait du très bon travail quand elle était au CPS, qui aimerait bien continuer à faire ce travail avec notre nouvelle recrue, mademoiselle Shadai Mobutu, qui a fait une très très belle campagne à la région et qui se trouve première de la dernière colonne sur cette liste, et avec un jeune que j'ai choisi qui devrait à moyen terme pour 2030 peut-être procéder à ma succession, qui s'appelle Xavier Kabongo Tchanvouma, qui est un garçon très brillant et que j'ai mis sur la liste pour qu'il soit élu. Si les subsahariens se concentrent en votant pour Mampaka, pour Shadai, pour Mijane, pour Kabongo, je pense que nous pouvons espérer dans les lignes du MR, dans les rangs du MR, obtenir à peu près 4 subsahariens, en espérant que le MR deviendra, comme nous sommes à la région Bruxelles-Capitale, le premier parti à la ville de Bruxelles et que nous allons passer aux commandes. Avec l'expérience de presque 10 ans que j'ai obtenue en tant qu'échevin à la ville de Bruxelles, j'entends bien mener des politiques qui puissent toucher directement les personnes qui sont aujourd'hui oubliées par les politiques socialistes, notamment en matière de chèque sport et en matière de logement, où je vais proposer un chèque sport de 200 € par enfant. Bertin, 25 ans de politique, vous avez avoué ici que non, j'ai amené beaucoup de gens sur ma liste en politique. Aujourd'hui, les élus, citez-moi-en. Je voulais pas rentrer dans ces débats avec toi. Bertin Mampaka, 25 ans. Et Bertin Mampaka prévoit l'avenir, la relève? La relève, je l'ai déjà faite Lia Mouchoubele, c'est mon produit. Oui, non, mais vous êtes ailleurs maintenant, vous n'êtes plus de ce côté-là. Tout à fait. De manière générale, est-ce que c'est que vous prétendez avoir fait à l'époque? J'ai préparé la relève, même chez les Européens. Ouais. Elisabeth Deglise, ministre-président de l'argent capital pour la deuxième fois. Oui, d'accord. Donc on ne peut pas mais me reprocher. Il y a des jeunes. Tout à l'heure, vous disiez qu'il y a aujourd'hui 250 candidats subsahariens. Tout à fait. Donc, est-ce que vous avez parmi eux des jeunes, je parle bien des jeunes, ceux qui sont dans la vingtaine, je vous demande, qui veulent bien embrasser cette carrière politique suivre en fait votre chemin? Il faut le dire quand même, Bertin Mampaka a fait du chemin. Tout à fait. Aujourd'hui, vous êtes quand même un pionnier. Tout à fait. Mais un pionnier prépare le chemin pour les autres. Tout à fait. Et prépare aussi la relève. Est-ce que au Tikali, le Kolara ka Ndengolo baka le Kola maréchal justement, c'est l'occasion. 100 mois, c'est le chaos. Je suis le seul et le seul jusqu'à la fin. Eh ben, parce que tu parles du maréchal, j'ai été vous chercher une fille brillante, qui a la politique dans le sang, qui s'appelle Shadai Mobutu, que j'ai vraiment je poussé. sais que c'est pas un mauvais sang, parce que on dirait pas que son père ou son grand-père a été un bon politique pour le pays. Rien à voir. Ce n'est que la petite fille du maréchal Mobutu qui est passionnée par le combat sur le moment célibataire, les mamans solo, n'est-ce pas, qui est très brillante. Et regardez, j'ai la bonne main. J'ai cité notre député fédéral, Lydia Gladys, j'ai pas été la chercher, mais elle est quand même passée chez moi comme stagiaire. La ministre-présidente de la région Bruxelles, de la fédération Wallonie-Bruxelles, qui est européenne, n'est-ce pas? Donc généralement, j'ai la bonne main. Xavier Kabongo, qui est à la ville de Bruxelles, est quelqu'un qu'il faudra absolument soutenir. Il y a moyen de voter pour Mampaka, pour Kabongo, pour Mobutu, pour Mijane, et pour Maman Rose Mafalessi, qui est d'une autre génération comme la mienne, etc. J'ai vraiment prévu que les places que nous avons occupées à Belpouloussou, avec votre contribution, votre collaboration, que ces places ne disparaissent pas après mon départ, si jamais je parte. Je ne pars pas encore, je suis là pour 2020. Bertin, nous sommes à la fin, je sais que vous avez un rendez-vous politique important. Vous devez partir maintenant, mais une question.
par rapport au Congo, on a vu ici que au Congo, en termes de gestion de deniers publics, ça ne va pas du tout. Vous, avec votre expérience, on ne parle même pas des élections, c'était de la tricherie. Ça, il faut le dire. Avec votre expérience, quel conseil donnez-vous aux autorités congolaises, et surtout à Félix, par exemple, et à ceux qui sont d'ici, qui ont vécu ici, au lieu d'aller apporter la démocratie, la bonne gouvernance au pays, font ce qu'ils sont en train de faire maintenant? Je souhaite que le président de la République puisse trouver un responsable des ressources humaines important. Mais je comprends que cette équation est compliquée parce qu'il doit faire des arbitrages avec des partenaires locaux. Il n'a pas été élu tout seul. Il y a des gens qui l'ont soutenu pour qu'il soit là. Donc, il doit avoir des postes. Il n'a pas été élu. On peut discuter encore là-dessus. Monsieur Poulousou. On ne connaît pas les résultats des élections. Donc, faisons pas ces débats. Moi, je ne veux pas entrer dans ce débat-là. Oui, mais c'est pas ce que je vous demande. C'est pourquoi je ne voulais pas aborder ces problèmes électoraux. Le conseil que je lui donne, c'est on peut pas être assis sur autant de coltan, autant de diamants, autant d'or, autant de cuivre, n'est-ce pas? Et avoir un pays, surtout une capitale qui est aussi sale telle qu'elle est aujourd'hui. Je crois que c'est les ressources humaines qui manquent. C'est le recrutement des personnes compétentes, d'expérience. Il y a des Congolais bourrés, pas seulement des diplômes, mais qui sont disséminés à travers le monde, y compris en Pologne. Vous connaissez Madame Cécile Kyenge, qui a été ministre, qui est une femme de fer, une femme intelligente. Italie, oui. Voilà. Moi, je pense qu'autour du chef d'État, du président de la République, il doit y avoir des personnalités qui doivent... vous savez, Mobutu, à l'époque, même si vous avez des choses à récriminer, il ne nommait pas. Tous ceux qu'il nommait, il les connaissait pas, n'est-ce pas? Donc, il y a un travail qui est à faire en termes de sélection des personnalités qui regardent tous dans la même direction, qui ont vraiment envie des changements. Des gens d'expérience. Nous étions tous en Europe, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais eu l'occasion d'expérimenter ou de confronter leur théorie à la pratique, mais qui se retrouvent à la tête d'un très grand pays comme le Congo, et c'est ça qui explique qu'il y a quelques ratés. Donc tout ce que je peux souhaiter au président de la République, d'abord un point rétablissement, mais surtout, si vous me permettez, Monsieur Abel, surtout le casting, ça ne doit pas seulement être des gens qui ont vécu en Europe. Quand quelqu'un a été, par exemple, ou ici à la ville de Bruxelles, il faut pas en faire un directeur de l'OEBK, machin. Donc, c'est pas parce qu'on a travaillé en Europe qu'on a nécessairement acquis l'expérience nécessaire pour aller gérer des institutions encore beaucoup plus grandes que les institutions dans lesquelles on travaillait en Europe, n'est-ce pas? Moi, je suis dans la ville de Bruxelles. Il n'est pas dit que si on me donne la ville de Kinshasa, je serai un meilleur gouverneur parce que j'ai déjà fait un exécutif d'une région Bruxelles-Capitale. Je souhaite vraiment au Congo et aux Congolais vraiment d'abord de continuer à faire le lobbying. Le MR est ouvert aujourd'hui. J'espère jouer un rôle important en termes de go-between entre le Congo et la Belgique auprès de nos ministres pour que le Congo ne puisse pas perdre son influence Pas la façon Louis Michel. Non, pas la façon Louis Michel. Georges-Louis Boucher n'a rien à voir avec Louis Michel, Sophie Ilmès et tout ce qui s'en sort. Mais je me permettais quand même de dire, M. Abel Poulousou, il faut vraiment couper ce canard. C'est quand même Didier Randers, c'est quand même le MR qui a bloqué les comptes des kabylistes pour qu'ils cèdent le pouvoir. Ils sont toujours riches et ça leur coûte toujours on a bloqué le Merci compte. Bertin, vraiment je te laisse le mot de la fin en 2 secondes, comme ça tu dois partir pour que je ne te mette pas en retard. Vraiment en 1 seconde, je voudrais remercier les auditeurs de Radio Air Libre, te remercier toi-même, Pat Patoma et toute l'équipe qui est derrière et qui fait ce travail de sensibilisation, d'éducation politique, si on peut dire comme ça, qui a permis aujourd'hui aux subsahariens d'être présents au niveau fédéral, au niveau régional, au niveau municipal et à tous les niveaux. Ça a ouvert des emplois, surtout dans la ville de Bruxelles. Moi, je continue le combat à la ville de Bruxelles. La ville de Bruxelles, c'est 28 000 emplois, n'est-ce pas, dont Bougman, Saint-Pierre, le CPS et consorts, n'est-ce pas, Bravo et toute une série d'institutions. Ces élections qui arrivent sont aussi importantes que celles qui viennent de passer. Donnez-nous les moyens de continuer à ouvrir les portes. Ouvrir les portes pour que les minorités soient représentées, les droits de chacun soient respectés dans cette ville et dans cette région. Et l'enjeu est vraiment en détail. Et je remercie tous ceux qui nous ont accompagnés et soutenus. Mais je demande aux jeunes candidats qui ont été nombreux à se présenter aux élections municipales, régionales, et ceux qui vont se présenter au niveau municipal. Quand on vient, qu'on met son affiche, qu'on prend 800 voix des électeurs, on a l'obligation d'aller les recontacter. C'est ce que j'ai dit à l'ouverture du Parlement bruxellois en demandant aux nouveaux députés, toute origine confondue, de garder les contacts avec leurs électeurs pour qu'il n'y ait pas cette distorsion entre les politiques et les citoyens comme on nous le reproche aujourd'hui. Ceux qui sont présentés sur les élections, qui ont eu des voix, ils doivent retourner chez cela. Il n'est pas normal qu'un candidat fasse 1500 voix et quand sa tante cherche une salle de
deuil, ce candidat l'envoie chez Mampaka, ou quand sa tante cherche un logement pour quelqu'un dans la famille qui est dans une situation digne d'intérêt, on l'envoie chez moi. Donc chacun qui se présente sur les listes doit assumer les voix qu'il a reçues en restant à la disposition de tous ces gens dans son parti. Même quand on n'est pas élu, on peut rendre des services importants et défendre des cas les plus injustes. Merci beaucoup, Bertin Mampaka. Merci.